Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert, c'est un véritable expert. Alain Boer, bonjour, ravi de vous recevoir. Vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes conseiller, je lis ce qui est écrit, mais on vous connaît à la télévision, à la radio, dans les médias. Vous conseillez des services de police, de renseignement et d'institutions. Vous avez publié de très nombreux ouvrages. Vous publiez combien de livres par an d'ailleurs? Ce que je me suis dit, il y en a beaucoup. La pandémie m'a beaucoup aidé à anticiper les productions à venir, mais c'est plutôt les éditeurs qui publient que moi. En fait, il y a des effets un peu d'accélération. En général, pas plus de 2 par an, c'est raisonnable. Oui. Alors, vous aviez publié Les criminels les plus cons de l'histoire. Et dans cette série, c'est le 2e opus. Ça s'appelle Les criminels les plus cons de l'histoire au tribunal. Bandits, avocats, témoins, procéduriers. Ils ont aussi raté leur procès. C'est chez First Edition. Juste avant de parler du livre, ça vous amuse ce genre de faire ce genre de livre? Parce que vous avez publié, écrit des livres très sérieux, un que sais-je en particulier, si je suis bonne mémoire, beaucoup de choses très sérieuses sur la criminologie. Et ça, c'est quoi? C'est votre récréation? En fait, je les mettais de côté tous les matins. Je reçois une liste de faits divers qui sont particulièrement importants et qui peuvent aider à former des policiers, des gendarmes, des magistrats, des avocats, des défenseurs des droits humains. Et il y a les curiosités, les trucs totalement ridicules, qui vous mettent ce petit moment d'hilarité dans une matinée en général où vous avez du sang, des larmes, voilà. Et je les mettais de côté, je ne savais pas vraiment quoi en faire, et je n'avais d'ailleurs pas prévu d'en faire quoi que ce soit. Et puis un jour, mon éditeur, Vincent Barbare, est arrivé, et est toujours à l'affût de... C'est un éditeur, un éditeur, ça édite. De bonnes idées. Dit, c'est quoi ce truc-là? Et donc je lui raconte, il regarde et il me dit, parfait, on va faire un truc sur les criminels les plus cons. Je lui ai dit, oula, c'est un petit problème d'image, de réputation. Il dit, pas du tout, au contraire. Donc, on va faire 3 choses, des livres très sérieux, lus avec des notes de bas de page, 1500 pages de référence, etc. Bon, ça, c'est pour tes étudiants, tes doctorants, etc. On va faire les nuls. Parce que j'ai fait la criminologie pour les nuls, l'espionnage pour les nuls, etc. Parce que ça ouvre à un grand public, mais c'est très technique, paradoxalement. Les nuls, c'est le livre où on travaille le plus. Et puis, on va faire un truc récréatif. Pour se détendre un peu, et c'était la première version des criminels les plus cons. Et la deuxième version, c'est la suite. Alors, la première version, c'est quand ils se font arrêter. C'est quand ils se font arrêter. C'est juste activité policière. Voilà, mais j'ai découvert que il y avait des suites, et donc j'ai mis de côté ça. Tout est vérifié, c'est-à-dire que ce ne sont pas que des histoires qu'on raconte. Alors, il y a parfois ce que j'appelle authentique légende, c'est-à-dire c'est tellement beau que je l'ai gardé. J'ai pas pu trouver la source initiale, mais j'ai trouvé beaucoup d'articles de presse, donc j'en ai considéré que on n'était pas que dans le mythe urbain, qui avait quand même une base, mais ce n'est pas. Alors là, on est allé chercher. Et les Américains, par exemple, en sténo, gardent l'intégralité des documents d'audience, et puis de temps en temps, ils les publient tous les ans. Donc vous avez à l'association, la Bar Association, l'association des avocats, l'association des procureurs. Et par ailleurs, il n'y a pas que des criminels qui ont le panégyrique. Il y a des avocats, des procureurs, des médecins légistes, des juges parfois. Donc tout le monde a eu droit à sa petite séance de gloire. Et donc j'ai essayé de rattraper tout ça, de remettre tout ça en ordre. En ordre et en désordre d'ailleurs, parce que à la fin, ce qui est rigolo, c'est de zapper d'un côté à l'autre. Je me suis demandé s'il y avait il y a des rassemblements. Quand j'ai 15 affaires au tribunal de Bordeaux, je les ai mis ensemble, ou dans le Nord. Par contre, on a quelques affaires d'ébriété sur la voie publique, aussi, beaucoup d'affaires américaines. Voilà, on a trouvé un peu de tout. Moi, j'ai aimé les procédures les plus cons. C'est le dernier chapitre. C'est plutôt américain. Donc, c'est par exemple ceux qui vont en justice parce que le sandwich Subway, qui est annoncé faire 12 pouces. Et en fait, il le fait un peu moins. Il fait un peu moins. Et donc, ils sont allés en justice. Ça a pris de l'ampleur. Il n'y a pas assez de bulles dans une boisson gazeuse. Mais sur le sandwich, par exemple, j'ai appris que l'action collective a obligé l'entreprise à allonger ses sandwichs et à payer une amende. C'est-à-dire que ça marche aussi parfois. Ces trucs qui sont complètement absurdes. C'est pas le plus courant, mais les États-Unis, c'est aussi l'endroit où vous pouvez avoir une amende de 500 millions de dollars, où vous pouvez poursuivre parce que vous avez mis un animal dans un micro-ondes pour le faire sécher, et que les résultats à la fin n'étaient pas tels. Et c'était pas dans le mode d'emploi. Donc c'est un pays qui peut être extrêmement technique, très créatif. Et sur les amendes,
et sur les capacités foncières, mais c'est un pays où il y a 1,5 million d'avocats. 1,5 million d'avocats. Donc tout est bon, là, c'est un vrai business, hein, des avocats qui sont spécialisés pour aller rechercher... La meilleure blague qu'on vous apprend quand vous travaillez par exemple pour la police de New York, où ils se moquent beaucoup des avocats pour des raisons qu'on peut comprendre, c'est qu'est-ce que c'est que 100 000 avocats enchaînés au fond de la mer? C'est quoi? Le début d'une très bonne histoire. Celle-là n'est pas dans le livre. Celle-là, elle est spéciale pour les policiers. Voilà, elle n'est pas dans le livre. Ce qui revient souvent, c'est la mauvaise foi. Oui. C'est-à-dire quand on retrouve du cannabis dans les poches, c'est pas à moi, je sais pas ce que ça fait là, ça c'est quand même... Oui, vous avez le cas qui me paraît le plus pathétique et le plus intéressant, c'est l'avocat qui essaye désespérément de sauver son client qui avait du cannabis dans la poche et qui lui dit mais dites bien au juge que en fait vous n'êtes pas habitué à avoir du cannabis dans vos poches. Et le client lui dit « Ah oui, vous avez raison, j'ai aussi de la cocaïne. » C'est le moment où l'avocat se dit « Bon, là, je ne peux plus rien faire. » Je ne peux plus rien faire. La première histoire, vous l'avez choisie délibérément ou pas? C'est celle qui est en premier sur... c'est un prévenu, c'est polonais, un SDF polonais au tribunal de Nancy, et qui, lors de sa garde à vue, il a répondu aux questions en pétant de manière rythmée et expressive. Une fois, cela peut arriver, mais pas plusieurs fois. Et donc, pour l'avocate de la défense, son client est moins un pétomane provocateur qu'un gentil fou qui se prendrait pour le roi de Pologne. Et il a été relaxé pour outrage par flatulence et condamné à 3 mois ferme. Oui, non, je ne l'ai pas choisi. Non, on a vraiment mis au hasard, on a tout mouliné. On a cherché. Dans le premier, on avait mis des chapitres très particuliers, etc. Là, on a voulu vraiment, y compris en écoutant les lecteurs qui disaient oui, mais c'est bien de tout mettre en ordre, mais nous, on aime bien une certaine liberté, on aime bien picorer. Et là, on les a aidés, on l'a fait en direct, donc on peut picorer les exemples. Moi, ma meilleure histoire, c'est celle de la page 99. Alors, je vais aller page 99. Alors, allez-y, c'est l'autopsie en direct. Oui. Vous pouvez nous la raconter ou vous voulez allez-y, parce que... Alors, je vais faire l'avocat. Docteur, avant de pratiquer l'autopsie, avez-vous cherché un pouls? Non. Non. Avez-vous vérifié la présence sanguine? Non. Avez-vous vérifié la respiration? Non. Donc l'avocat répond, il est donc possible que le patient ait été en vie lorsque vous avez commencé l'autopsie? Non. Non. Comment pouvez-vous en être sûr, docteur? Parce que j'avais son cerveau dans un bocal sur mon bureau. Je vois, mais le patient aurait-il pu être encore en vie malgré tout? Sauf s'il avait été lui-même avocat. Voilà, c'est ça. Oui, il est possible qu'il ait été en vie et qu'il ait été avocat. C'est extraordinaire. Oui. C'est une histoire vraie. Donc, relevé par l'Astino, enregistré, et à la fin de l'année, l'association des avocats ou des procureurs, je ne sais plus, a dit celle-là, elle est trop belle, on va la diffuser dans les meilleurs moments d'audience de l'année. C'est très joli document que vous avez dans les bibliothèques d'avocats que plus personne ne consulte. On a tout sur Internet. Mais il y a les meilleurs moments. Et là, vous en avez aux États-Unis, on en a retrouvé qui datent de 1860 ou 70. Ah oui, des histoires qu'ils ont gardées précieusement, tellement c'était formidable. Oui. Ça arrive souvent. Interpellé sans permis, l'homme est trouvé en possession de 3 grammes de cannabis, mais ce n'était pas à moi, quelqu'un l'avait oublié, j'attendais qu'il vienne le récupérer. C'est ça. Ça marche, ça peut marcher au tribunal? Pas souvent. La première fois peut-être, la deuxième fois non. Oui. Parce qu'il y a aussi des habitués. Oui, il y a des habitués. Qui ne progressent pas beaucoup dans la capacité à l'excuse. Moi j'ai bien aimé aussi, page 90, à la barre, un homme jugé pour détention illégale de 160 plants de cannabis. La présidente lui dit, vous fumez toujours? Pas 10 joints comme par le passé, mais 5, car l'herbe est trop chère en Guadeloupe. Ah bon, alors vous avez décidé de changer de vie après votre interpellation? Non, madame, j'assume, mais vous ne travaillez pas, lui dit la présidente. Effectivement, si vous fumez 10 joints par jour, vous n'êtes peut-être pas en état de travailler. Et lui, il dit, mais je fumais plus quand j'habitais en France et pourtant je travaillais. C'est imparable. Ouais. Mais vous avez aussi celui qui répond au procureur, cette fois, qui lui parle de sa consommation de cocaïne ou de hashish, et qui dit au procureur, mais enfin, monsieur le procureur, si vous fumiez et si vous consommiez comme moi, vous ne me poseriez pas ces questions. Eh oui, faut se mettre dans ses chaussures. Ouais. Est-ce qu'il y a des criminels vraiment très intelligents? Parce que là, ce sont les plus cons. Ils ne sont pas dedans. Mais ils ne sont pas dedans. Non, ça, ils sont pas dedans. C'est ceux qui soit n'ont pas jamais été interpellés, soit n'ont jamais été identifiés. Ouais. Parce que vous savez, on parle beaucoup des cold cases, par exemple, où enfin la France rattrape son retard, et c'est quand même tout à fait important de revenir là-dessus, de redécouvrir combien il y en a en fait, et le tribunal lui-même, le pôle cold case est en train de découvrir qu'il y en a plus que ce qu'ils eux-mêmes imaginaient, mais tous les ans il y a 5-6 000 personnes qui disparaissent en France dont on ne sait rien, qui disparaissent longuement. Je ne parle pas de la disparition, de la fugue, etc. Il y a 50 000 cas. Dont 10 000 mineurs. Mais il y a 5-6 000 personnes qui disparaissent à long terme en France. Alors, il y en a qui
disparaissent. Il y en a qui vont réapparaître, il y en a qui ont des charges, des impôts et des taxes à payer et qui ont décidé de... Voilà. Mais si on considérait qu'en fait c'est le criminel le serial killer le plus efficace du monde, industriellement parlant, on pourrait dire que le nombre d'homicides en France, qui est relativement bas, même s'il a un peu réaugmenté, n'est pas de 5000, n'est pas de 1000, mais de 5 ou 6000, vous voyez. Et donc là, on pourrait vous dire, il y a un Moriarty formidable qui doit exister. D'ailleurs, je rends hommage à Moriarty en disant à tous ceux qui ont vraiment réussi dans leur vie. Absolument. Qu'est-ce qui a changé dans la criminalité depuis, au fil du temps? Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui d'il y a quelques années? En fait, rien. C'est juste des évolutions et des réductions du niveau de violence physique. Réduction. Alors, il y a eu des moments où ça a beaucoup progressé. La violence physique est un élément mécanique. Puis, ça a beaucoup régressé. Puis, il y a eu des phénomènes de transfert. C'est-à-dire, plus on a protégé les voitures et les logements avec des modes d'alarme, de coupe-circuit, de système électronique, plus le conducteur et le propriétaire est devenu vulnérable. C'est lui qui a le code, la clé, voilà. Donc il y a eu des phénomènes de transfert. Et puis il y a une forte augmentation là de la violence, de ce que j'appelle l'homicidité, c'est-à-dire les agressions qui pourraient se traduire par des meurtres, alors que le niveau d'homicide est resté relativement contenu. Élevé mais contenu. L'homicidité, c'est-à-dire toutes les violences, y compris les tentatives d'homicide, ont très fortement progressé à un rythme qui est le plus élevé depuis quasiment 50 ans l'année dernière. Donc il se passe quelque chose dans le niveau d'expression de la violence. Et pour votre deuxième question, non, il n'y a pas de violence gratuite. Elles ont toutes une raison, contrairement à ce qu'on imagine. Voilà. Mais il y en a qui sont acquisitives, je vous frappe pour vous voler, il y en a qui ne le sont pas, mais il n'y en a pas qui n'ont pas de... Il y a toujours une explication, on l'accepte ou pas, on la considère comme recevable ou pas, c'est comme légitime défense ou voilà. Mais en général, on a un problème de violence dans la société qui atteint un niveau extrêmement élevé. Oui, mais sur ce qui s'est passé à Bayonne, par exemple, vous avez entendu, on va en reparler nous tout à l'heure. Donc cet homme qui a été battu, la requalification, cet homme qui a été battu à mort. Le juge, pour l'instant, il a été estimé qu'il n'y avait pas eu intention de donner la mort. Mais on a affaire aussi à des individus qui sont sans limite aujourd'hui, donc qui n'ont plus conscience du bien, du mal, de la mort, de la vie. Donc comment aujourd'hui, quand on est magistrat, on peut déterminer cette intention? Enfin, c'est une question peut-être un peu longue. Il y a toujours deux problèmes. Le premier, c'est quand vous qualifiez tout de suite, et ensuite quand vous qualifiez, requalifiez, déqualifiez ou surqualifiez ensuite. Il a fallu attendre un certain temps, puisque cette affaire ne date pas de la semaine dernière. Elle a quasiment une année, je crois. Et donc, il y a des éléments de l'enquête qui ont sans doute amené le magistrat à prendre cette position. Après, elle peut être contestée par des parties civiles, elle peut être contestée aussi par le parquet. Enfin, il est possible de revisiter la chose. Mais quand vous avez des éléments de l'enquête, il faut prendre en compte les éléments de l'enquête. L'enquête est à charge et à décharge. Alors, c'est très particulier dans le système français où le juge d'instruction ou le parquet fait les deux positions, ce qui rend très compliqué le mode de décision du magistrat. Moi, je suis très favorable à un système où il y a d'un côté le parquet, c'est-à-dire les poursuites, et de l'autre côté la défense, et au-dessus un juge de l'instruction pour garantir l'impartialité, répondre aux demandes d'éléments complémentaires, garantir que tout est connu de part et d'autre, et que vraiment on est dans un processus qui pourra un jour nous amener à l'habeas corpus. La France est un pays qui n'a toujours pas d'habeas corpus. C'est un pays défenseur des libertés avec une procédure inquisitoriale. Il n'y a pas de quoi être très fier. C'est pas la faute des magistrats, c'est la faute des politiques. C'est à eux de faire ce travail, de donner les moyens à la justice de faire son métier, en expertise comme en greffe, comme en poste de magistrat. Mais au bout d'un an, quand un magistrat décide de requalifier, c'est qu'il a des raisons de le faire. C'est qu'il a des raisons. Donc c'est difficile de commenter. Après, on peut les contester. Et c'est difficile de commenter sans connaître le la procédure le permet. Ma question, elle était aussi sur la violence des individus qui est différente aujourd'hui, c'est-à-dire avec des individus de plus en plus violents et qui n'ont pas de limite. Alors en fait, on ne sait pas s'ils sont de plus en plus violents, parce que nous avons toujours une temporalité relativement limitée. On est très amnésique. L'accélération du temps, notre addiction à ces petits appareils formidables qui font que tout est immédiat et tout vient d'arriver, nous pose des problèmes. Mais sur le temps long, en fait, c'est plutôt faux. La violence homicide s'est effondrée en France au cours des 15 ans. Par contre, il y a un rebond.
Le problème, c'est le retour, le backlash dont on parle pour, par exemple, ce qui se passe sur l'interruption volontaire de grossesse aux États-Unis, sur le droit des femmes, etc. Il se passe un phénomène là de retour de la violence physique considérable, notamment par la tentative d'homicide, ce qu'on qualifie de tentative d'homicide et qui est quantifié comme tel dans le processus pénal, le processus policier d'abord de définition à quoi on doit faire et le processus de qualification pénale. Et là, c'est indiscutable. Nous sommes à un des plus hauts niveaux depuis 50 ans, depuis 72 en tout cas, et donc il y a un vrai problème à la fois par rapport au nombre de faits, par rapport au nombre d'habitants, c'est-à-dire que c'est un processus généralisé il s'est produit un retour à la violence depuis une dizaine d'années seulement, tout à fait considérable, alors qu'il y avait eu une pacification de la relation passant par l'ensemble des violences, vol avec violence, violence volontaire, tentative d'homicide, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de les donner. On prend vraiment l'intégralité du sujet. L'homicide est resté à peu près stable, mais c'est beaucoup plus dû à la capacité d'intervention du SAMU ou à l'incapacité des auteurs à tirer droit avec une Kalachnikov, pour résumer ça d'un clin d'œil. Par contre, il y a une vraie tentative de la violence, une vraie pulsion de violence et elle existe depuis une dizaine d'années indiscutablement. Moi, il y a deux histoires que j'aime beaucoup dans votre livre. C'est celui qui volait les cintres, qui a volé 44 000 cintres. Vous savez, ces cintres qui s'accrochent, qu'on ne peut pas voler, mais qui les revendait à l'hôtel. Voilà, c'est ça. Lui, il fabriquait les il les revendait, il les créait, il les volait et il les revendait, puisque évidemment, il fallait les remplacer et que du coup, vous ne pouvez pas mettre un cintre ordinaire. Et d'ailleurs, souvent, vous voyez dans les hôtels des mixtes de cintres. Absolument. Ceux qui avaient commencé à mettre les cintres qu'on ne peut pas voler, puis qui étaient obligés de remettre des cintres moins chers, parce qu'ils sont moins chers ceux qu'on peut voler, bien évidemment. Parce que ce sont ces cintres qui n'ont pas de crochet et qui rentrent directement. Alors, qui rentrent dans un truc en plastique qu'on ne peut pas enlever. Pourquoi voler des cintres comme ça ? Mais il y avait une raison, c'est rationnel. Et puis ceux qui ont volé, c'est à Paris, pas très loin d'ici, à Vélizy, des chaussures aussi, des oui, mais seulement les pieds gauches. Seulement les pieds gauches, absolument. Ils n'avaient pas bien compris. Ils étaient vraiment très Ils n'avaient pas bien compris la problématique. Mais le meilleur, c'est celui qui vole une mobilette et un agneau, et qui perd les deux, n'étant pas en mesure de récupérer, et qui essaye de s'expliquer avec les gendarmes en ayant visiblement un petit coup dans le nez. Les criminels les plus cons de l'histoire au tribunal, bandits, avocats, témoins, procéduriers, etc., etc. Ils ont aussi raté leur procès. Vous passerez un très bon moment. C'est aux éditions First. Et merci Alain Boer d'être venu ce matin. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci de votre invitation. À tout de suite pour commenter l'actualité. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai.